Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal à la une de l'actualité. Nous sommes pour la paix et la stabilité politique en Côte d'Ivoire. Voilà ce qu'a affirmé aujourd'hui le président du Front populaire ivoirien. C'était au terme d'une rencontre avec le président de la République, Alassane Ouattara. Pascal Affi-N'Guessan dit aussi attendre la reprise du dialogue politique, un cadre de discussion initié depuis des années par le gouvernement. Le centre sportif culturel et des TIC ivoiro-coréen est ouvert. Il porte le nom du président de la République qui a procédé ce jeudi à l'inauguration de ce temple. Alassane Ouattara s'est réjoui de l'aboutissement de ce projet qui renforce la coopération entre la Corée et la Côte d'Ivoire. Sa réalisation a coûté 6,5 milliards de francs CFA. Une autre réalisation bénéfique aux populations, notamment les enfants en détresse à Ferké. Les victimes de traite et d'exploitation ont désormais un cadre pour leur prise en charge. Une initiative de la Fondation Tudor of Africa de la Première Dame, Dominique Ouattara, avec l'inauguration de cette troisième maison d'accueil, reste engagée pour l'épanouissement des tout-petits. Et puis ouverture de la 9e édition de la CGEC Académie en présence du Premier ministre Patrick Kachi. Les chefs d'entreprise vont analyser la crise sanitaire mondiale et proposer des solutions de résilience. Les participants sont venus de la Guinée, de Madagascar et du Ghana, le pays invité d'honneur. Le président de la République s'est entretenu avec le président du FPI, Alassane Ouattara, et Pascal Affi-N'Guessan ont parlé de réconciliation, de cohésion sociale et de paix dans le pays. Awa Touré. Le palais présidentiel, ce jeudi 28 octobre 2021, le président du Front populaire ivoirien, Pascal Affi-N'Guessan, reçu par le chef de l'État, le président de la République, Alassane Ouattara. Les sujets d'intérêt national, notamment la réconciliation nationale, la paix, la stabilité politique et sociale, ont été abordés au cours de cette rencontre. Je voudrais donc, au nom de la délégation du Front populaire ivoirien, commencer par dire infiniment merci au président de la République de l'honneur qu'il nous fait de nous recevoir en audience. Nous avons plusieurs dossiers qui sont en suspens et qu'il faut solder, je dirais, depuis peut-être une dizaine d'années, mais particulièrement depuis les élections de 2020 que vous avez suivies. Un certain nombre de frères et de sœurs ont fait l'objet d'arrestations. Beaucoup d'entre eux ont été libérés, dont moi-même, mais quelques-uns sont encore en prison. Donc nous avons évoqué ce sujet avec le président de la République. Nous avons évoqué le sujet de quelques frères, de quelques camarades fonctionnaires qui ont été radiés. Et comme il y a une jurisprudence qui vient d'être pratiquement édictée à travers l'intégration de certains hauts cadres qui étaient en exil au Ghana, nous avons souhaité que le président examine avec l'administration le cas de tous ces camarades qui ont été radiés dans le cadre de la crise de 2010. S'ils ne peuvent pas être réintégrés, que des mesures de compensation leur permettent de se prendre en charge, de se réinsérer dans la vie économique et sociale. Voilà en substance les principaux dossiers que nous avons évoqués avec le chef de l'État, tout en lui affirmant la position du Front populaire ivoirien d'être un parti de proposition, un parti d'opposition responsable, constructive, et donc nous sommes pour la paix et pour la stabilité politique, économique et sociale du pays. Nous sommes toujours disponibles et le chef de l'État peut compter sur nous. Dans la perspective de la présidentielle de 2025, le président du Front populaire ivoirien, Pascal Affi-N'Guessan, a souhaité la reprise du dialogue politique en vue de dégager un consensus largement avant cette échéance. Et le chef de l'État, avant cette rencontre, a marqué un acte qui renforce la coopération entre la Corée et la Côte d'Ivoire. Les deux pays célèbrent leurs 60 ans de relations d'amitié. Un bel ouvrage qui sera utile à toute la jeunesse ivoirienne. Un cadre sportif, culturel et des TIC qui portent le nom du président de la République, Alassane Ouattara, qui a procédé à l'inauguration ce jeudi. Jérôme Kofi Abolin. Aussi bien qu'une marque, un emblème pour parler du nom du président de la République, Alassane Ouattara, attribué au centre sportif, culturel et des TIC ivoiro-coréens. Pour avoir ainsi donné son identité à ce centre,
Le chef de l'État n'a ménagé aucun effort à être présent sur le site ce jeudi 28 octobre 2021 en vue de son inauguration. Le centre sportif, culturel et des TIC ivoiro-coréens Alassane Ouattara est destiné à la promotion des TIC, de la culture et du sport, surtout le taekwondo. Toute chose qui, à l'instar du vice-président de l'Agence de coopération internationale coréenne, KOICA, réjouit le président de la Fédération ivoirienne de taekwondo, Bamba Cheikh Daniel, lui dont le rêve devient réalité avec l'ouverture officielle de ce chef-d'œuvre. Monsieur le Président de la République, vous avez un pacte affectif scellé avec le taekwondo ivoirien, votre taekwondo, qui depuis votre avènement à la tête de la République de Côte d'Ivoire a illuminé l'histoire toute récente du taekwondo d'une gloire continentale et universelle, parce que bénéficiant en si peu de temps de votre grande sollicitude. Cela pour nous est un signe fort, aussi fort que la Corée ait décidé d'installer dans votre pays ce grand centre. C'est un signal de ce que la Côte d'Ivoire devient, ce qu'elle fut, le berceau taekwondo africain. Le centre sportif, culturel et des TIC ivoiro-coréens Alassane Ouattara a pu se concrétiser sur la période allant de février 2018 à octobre 2021. Il est le fruit de la coopération combien exemplaire entre la République de Corée et la Côte d'Ivoire. Ce nouvel établissement pourra répondre aux besoins dont les services ont lancé après inauguration. Considérant que ce centre émane de la volonté de la Côte d'Ivoire, nous pouvons exploiter tous les programmes de ce centre de promotion professionnelle pour les jeunes ivoiriennes talentueuses et passionnées qui pourraient élargir leurs rayons d'activité dans divers domaines à l'avenir. Excellences, Monsieur le Président de la République, nous récoltons aujourd'hui, ce jour, les fruits de votre mémorable visite d'État effectuée en République de Corée le 6 octobre 2014, qui s'est couronnée par le don à la Côte d'Ivoire de cette majestueuse infrastructure multidimensionnelle, multifonctionnelle, d'une valeur de 6,5 milliards. La République de Corée, par le truchement de l'agence coréenne KOICA, a apporté un financement à hauteur de 5,2 milliards et la contrepartie ivoirienne sur ce projet est de 1,3 milliard. Ce faisant, la Corée et la Côte d'Ivoire consolident, magnifient l'excellence de leur coopération bilatérale, mais surtout tracent dans la pierre les sillons indélébiles du rapprochement sportif, culturel et technologique de nos deux peuples. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est félicité du fait que l'ouvrage qui porte son nom ait vu le jour sur la base de l'excellence des relations entre Séoul et Yamoussoukro. Ce moment est particulier pour l'histoire de la Côte d'Ivoire. Nous célébrons aujourd'hui l'excellence des relations initiées il y a 60 ans entre la République de Côte d'Ivoire et la République de Corée par le père fondateur de la nation ivoirienne, le président Félix Houphouët-Boigny. Les échanges qualitatifs que nous avons poursuivis à la suite du président Félix Houphouët-Boigny nous donnent aujourd'hui l'occasion d'inaugurer ce bel et prestigieux édifice qui représente un symbole fort de l'amitié entre nos deux pays. Monsieur l'ambassadeur de la République de Corée en Côte d'Ivoire, je vous prie de bien vouloir traduire à son Excellence Monsieur Moon Jae-in, président de la République de Corée, toute la reconnaissance et la gratitude du peuple ivoirien pour le don de ce bel ouvrage qui sera utile à l'éducation et à l'encadrement de notre jeunesse. Autre fait marquant la cérémonie, la remise symbolique des clés du centre sportif, culturel et des TIC ivoiro-coréens Alassane Ouattara, des présentations entre autres sous forme de tableaux symbolisant les relations solides entre les deux pays,
sans compter des démonstrations de taekwondo et des pas de danse, le tout dans une ambiance festive, faisant de cet événement un véritable moment de gaieté. Et l'ouverture de ce centre coïncide avec la tenue à Abidjan depuis quelques jours d'une compétition internationale du passage de grade en taekwondo. Sont concernés les pratiquants en ceinture noire. Ils sont 300 athlètes d'une dizaine de pays africains qui participent à ce concours. Dans ce reportage de Mahama Traoré, ces taekwondoïnes jettent un regard sur cet ouvrage. En attendant les résultats de la compétition internationale qui se tient à Abidjan depuis quelques jours, les 300 athlètes africains gradés en ceinture noire de taekwondo sont venus contempler le nouveau temple du taekwondo ivoirien. Je ne peux que me réjouir de voir un centre dédié uniquement au taekwondo, ici en Côte d'Ivoire et en Afrique. Mais c'est une fierté pour tout le continent africain. Le cadre lui-même est magnifique, magnifique. Je pensais que ça ne pouvait que se passer à l'Occident, mais aujourd'hui on voit ça en Afrique. Vraiment, c'est un très grand plaisir. Très attrayant pour pouvoir assurer la relève. Je pense qu'un jour, on en aura de grands comme ça aussi chez nous. Vu de l'extérieur, le centre sportif culturel et des TIC ivoiro-coréens Alassane Ouattara est imposant, comme si l'édifice bâti sur le site de l'ex-quartier Washington de Cocody venait pour combler les besoins qu'éprouvaient les pratiquants ivoiriens depuis des décennies. Je crois que c'est un aboutissement parce que il faut dire qu'on avait beaucoup de soucis pour avoir, je dirais, une salle afin d'abriter certaines de nos compétitions. Je pense que les femmes vont se réunir afin de mieux encadrer nos sœurs femmes qui viendront au taekwondo parce que le cadre il est adéquat. Quand on parle des sports mineurs, c'est une erreur parce que le sport, ça coûte de l'argent. Pour être un sportif de haut niveau, pour atteindre ce niveau-là, ça coûte de l'argent. Soulagement aussi pour les éléphants taekwondoïnes. Ce centre est très approprié pour les test matchs, pour les entraînements, pour les grands regroupements également. On n'aura plus besoin d'aller à l'extérieur pour s'entraîner, un grand palais avec toutes les commodités et vraiment c'est super important pour nous. La Fédération ivoirienne de taekwondo enregistre à ce jour plus de 48 000 athlètes licenciés, repartis dans 260 clubs affiliés. Un autre centre voit le jour à Ferké, inauguré aujourd'hui. Il est dédié à la protection des enfants contre toute traite et exploitation. Un combat que mène la Fondation Children of Africa de la Première Dame. Après donc Soubré et Bouaké, cette maison d'accueil dans le Tchologo renforce l'engagement de Dominique Ouattara dans la lutte pour l'épanouissement des tout-petits. Le reportage de Viviane Aïmé. Ferké-Sédougou, chef-lieu de la région du Tchologo, gagne depuis quelques années en développement et en visibilité. De fait, le nouveau centre d'accueil des enfants en détresse réalisé par l'ONG Children of Africa vient ajouter au rayonnement de cette ville. Son inauguration ce jeudi 28 octobre 2021 par la Première Dame de Côte d'Ivoire, présidente fondatrice de Children of Africa, qui a effectué le déplacement, a suscité une forte mobilisation des populations heureuses et reconnaissantes qui lui ont réservé un accueil chaleureux et populaire. Il faut reconnaître que la Première Dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, est l'hôte de cœur de Ferké-Sédougou. Madame la Première Dame, les populations de la région du Tchologo sont heureuses de vous accueillir ce matin à Ferké-Sédougou, ville cosmopolite. Au-delà de l'inauguration du centre, je voudrais, Madame la Première Dame, vous dire que c'est un agréable devoir pour nous de vous accueillir ici parce que vous êtes en terre de votre époux, Son Excellence, Monsieur le Président de la République. Les populations sont venues nombreuses des 3 départements que forme la région. Je veux parler du département de Ferké-Sédougou, le département de Kong, le département de Wangolo-Dougou, pour manifester leur grande joie de votre visite dans leur région. Que dis-je, dans votre région? La cérémonie avait aussi drainé de nombreuses personnalités politiques, diplomatiques, notamment l'Association des épouses d'ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire, les partenaires du système des Nations Unies, les élus et cadres de la région.
Si Ferke-Sédougou a été choisi pour abriter ce centre d'accueil pour enfants en détresse, c'est en grande partie en raison de la triste réputation de la région relativement à l'exploitation et au travail des enfants. La ville de Ferke-Sédougou constitue la principale zone de transit et la porte d'entrée de la traite transfrontalière des enfants. Madame la Première Dame, vous avez reçu le pari d'offrir aux futurs pensionnaires de ce centre un beau cadre d'accueil. Grâce à cette infrastructure qui vient de voir le jour, les enfants arrachés aux mains des trafiquants d'enfants et des exploiteurs dans les plantations pourront bénéficier d'un abri et être scolarisés et recevoir une formation professionnelle. Au nom du gouvernement, la ministre de la Femme, de la Famille et l'Enfant a salué les efforts de la Première Dame de Côte d'Ivoire, qui est aussi la présidente du CNS, le Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants, qui a permis de faire reculer la menace d'embargo international sur le cacao ivoirien. Depuis 2011, l'engagement de la Côte d'Ivoire pour éradiquer le fléau que constitue la traite et le travail des enfants connaît un dynamisme et un élan sans égal. Ces progrès reconnus au niveau international et en particulier par le gouvernement américain qui, depuis 2016, mentionne dans les rapports annuels du département du travail sur les pires formes de travail des enfants, que je cite. La Côte d'Ivoire a réalisé des progrès appréciables sur la voie de l'élimination des pires formes de travail des enfants. Tout ceci grâce au plaidoyer mené sous votre égide, Madame la Première Dame, en Europe et aux États-Unis d'Amérique, auprès de hautes personnalités et institutions. Dans ce combat du gouvernement contre l'exploitation des enfants dans la cacaoculture ivoirienne, l'UNICEF et les organes des Nations Unies ont réaffirmé leur engagement aux côtés du gouvernement ivoirien. Ce centre d'accueil de Ferke-Sédougou est géré par le ministère de la Femme, de la Famille et l'Enfant, avec le soutien financier du Conseil Coton-Anacarde. Et c'est avec beaucoup de joie et d'émotion que la présidente fondatrice de Children of Africa a procédé à l'ouverture de ce centre d'accueil. Le centre d'accueil de Ferke assurera à ses pensionnaires un encadrement moral et psychologique adéquat avec des encadreurs spécialisés, des soins de santé, une mise à niveau scolaire ou une formation à un métier avant de retourner dans leur famille. Je voudrais préciser que la gestion de ce centre fait l'objet d'une convention tripartite. La Fondation Children of Africa a construit le centre et le met à disposition du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, qui en est responsable et assurera la gestion. Le Conseil du Coton-Anacarde apportera un appui financier au ministère pour le fonctionnement du centre, à l'image du Conseil Café-Cacao pour le centre de Soubré. Le centre d'accueil de Ferke a coûté la somme de 1,2 milliard francs CFA. Je formule le vœu que le fléau de la traite et l'exploitation des enfants soit éradiqué à tout jamais pour le bonheur de nos enfants et pour un développement harmonieux de notre société. Tout en vous réitérant mes remerciements pour votre présence, je déclare ouvert le centre d'accueil de Ferke-Sédougou destiné à la prise en charge des enfants victimes de traite d'exploitation et de pires formes de travail des enfants. L'ouverture du centre a été suivie d'une visite guidée de ces différentes installations. Children of Africa vient ainsi de donner 3 centres de réinsertion sociale pour mineurs à la Côte d'Ivoire. Ce sont le centre d'accueil de Soubré, le centre d'accueil de Boaké et le centre d'accueil de Ferke-Sédougou. L'inauguration du centre d'accueil pour enfants en détresse de Ferke est le 3e, comme on vient de l'entendre dans ce reportage de Viviane Aimé, que réalise la Fondation Children of Africa. Sa vocation est de prendre en charge les enfants victimes de traite et d'exploitation en leur offrant un meilleur cadre de vie. Avec Viviane Aimé, on découvre justement cette maison d'accueil dans le Tchologo. Un pur joyau d'amour et de solidarité. C'est ainsi que l'on peut qualifier ce centre d'accueil pour enfants en détresse réalisé par Children of Africa à Ferke-Sédougou. Ce centre est construit sur un terrain d'une superficie de 2 hectares. Sa capacité d'accueil est de 80 lits, dont 40 lits destinés aux filles et 40 lits destinés aux garçons.
L'âge maximum pour être pensionnaire dans ce centre est 17 ans. Le centre comprend un bâtiment administratif, 3 salles de classe, un apatam pour former les enfants au métier de tisserand, une parcelle de terre pour les former aux activités agro-pastorales, une salle de formation au métier de la couture, de la coiffure, de la menuiserie, un bâtiment médico-social, une bibliothèque avec des équipements informatiques et l'accès à Internet, une salle de télévision, un réfectoire de 80 places, des dortoirs, un bâtiment d'habitation pour le personnel, un terrain de sport avec des gradins. Les jeunes pensionnaires pourront ici s'épanouir dans un cadre de vie aéré et surtout recevoir une formation à un métier. Et on quitte le nord pour le sud. Le Premier ministre était à un forum économique qui se tient à Abidjan. Ouverture de la 9e édition de la CGC Académie pour 48 heures. Au menu de cette rencontre, crise et résilience des entreprises. Les participants sont venus de la Guinée, de Madagascar et du Ghana. Le pays invité d'honneur, ces acteurs du privé et leurs homologues ivoiriens échangent sur les solutions à mettre en œuvre pour résister en ces temps de difficultés liées à la crise sanitaire mondiale. Noël Gagnon. La CGC Académie, après le passage à vide de 2020, crise sanitaire oblige, voici la 9e édition de la plateforme d'échange sur la transformation structurelle des économies. Au cœur des réflexions, les crises et la résilience des entreprises en Afrique. Un menu à propos. Le thème nous permettra de débattre des ajustements ou des orientations à opérer pour adapter nos business models au nouveau paradigme ayant émergé avec la pandémie de la Covid-19, mais aussi d'aborder d'autres crises, comme la crise énergétique qui a touché les industriels en Côte d'Ivoire pendant environ 3 mois, les crises sécuritaires et politiques, environnementales, etc. Ce forum sera également l'occasion d'échanger sur les meilleures pratiques devant permettre aux entreprises non pas seulement de surnager en eau trouble ou de surfer sur la vague, mais surtout de s'adapter et de repartir de plus fort après les crises. Repartir plus fort après les crises. Une réelle opportunité s'offre à ces privés. Le marché africain, baptisé ZLECAf, zone de libre-échange continentale africaine, mis en place depuis le 1er janvier 2021. Ce marché unique de 1,2 milliard de consommateurs représente une opportunité pour les entreprises et les économies, car il contribuera de façon significative à capturer des capitaux nationaux, des capitaux étrangers et à promouvoir le partage d'informations pour renforcer leur performance et l'effort d'industrialisation de nos pays. Le secteur privé africain devra développer des synergies d'action pour être plus compétitif et plus concurrent dans ce vaste marché. Voilà la contribution des créateurs de richesse, donc des privés dans toutes leurs composantes. Mais que doit faire l'État? L'État doit donc lui-même changer, devenir un véritable catalyseur dans la croissance du secteur privé, opérer un changement structurel et culturel de l'administration publique et de la gouvernance avec la promotion de nouvelles valeurs de diligence, de responsabilité et de redevabilité. C'est ainsi que le secteur privé réussira. C'est ainsi que les revenus de l'État pourront croître. C'est ainsi que les investissements publics fondamentaux seront réalisés. Ils permettront de répondre aux enjeux d'une croissance démographique extraordinaire, procurant au pays un vivier de main-d'œuvre et de talents unique, mais exigeant de lui un investissement dans des infrastructures sociales, éducatives, économiques majeures. Un impératif de l'ordre de 20% du PIB d'ici 2030. En un mot commençant, les pouvoirs publics et les privés sont disposés à impulser une nouvelle dynamique au développement de l'Afrique. Les témoins de cet engagement, les gestionnaires des secteurs productifs ivoiriens et ceux venus du Ghana, le pays invité d'honneur, de la Guinée et de la République malgache, sans oublier les universitaires et les acteurs de la société civile. Résister au choc mondial et se relancer après la crise sanitaire, les réflexions sont ouvertes à cette rencontre initiée par le patronat ivoirien. Les experts ont donné des recettes de résilience qu'on voit dans ce reportage de Cheikh Koné.
Apparu mondialement en 2020, le coronavirus a considérablement fragilisé des économies entières dans bon nombre de pays. En Afrique, les États, les entreprises et les ménages ne sont pas en reste. En Côte d'Ivoire, en plus de la perte de près de 500 milliards de recettes de l'État, la croissance économique s'est établie à près de 1,8% en 2020 contre 7% selon les prévisions. Ce premier panel de haut niveau qui avait pour thème principal des réponses aux crises à la relance économique, comment assurer la résilience des États et des entreprises en Afrique, a permis à chacun des intervenants de partager son expérience sur les mécanismes de riposte qui ont aidé à maintenir les fondamentaux de leurs économies respectives. Pour ce qui est de l'expérience ivoirienne confrontée à plusieurs crises successives, à savoir la crise politico-militaire, la crise énergétique, ajoutée à celle de la pandémie, Moussa Sanogo, le ministre du Budget et du portefeuille de l'État, a donné quelques recettes pour rendre résiliente une économie. De mon point de vue, la première chose à laquelle n'importe quel gouvernement, pas seulement celui de Côte d'Ivoire, doit travailler, c'est de renforcer plus que jamais la qualité de sa politique économique. Parce que si vous avez un cadre qui est déjà solide, ça vous donne davantage de chances de résister un peu plus à la crise. Alors, pour preuve, la Côte d'Ivoire a quand même ressorti avec un taux de croissance positif en 2020, là où la plupart des pays ont affiché un taux de croissance négatif. Et ça veut dire avoir un cadre macroéconomique qui soit sain, donc un déficit budgétaire maîtrisé, un déficit courant faible, une inflation qui ne soit pas excessive. À cela, le panéliste a ajouté qu'il faut travailler à la compétitivité du secteur privé dans toutes les économies afin d'anticiper sur la résurgence des crises de tous ordres et renforcer la digitalisation des services publics. Nous devons avoir des capacités d'anticipation plus fortes et que nous devons être capables, aujourd'hui plus qu'hier, de saisir les opportunités. Je l'indiquais tantôt, le taux d'inflation en Côte d'Ivoire était attendu à 0,8%, il est ressorti à 2,4%. Donc clairement, il y a eu une pression sur certains types de biens et services. Plutôt que de voir cela comme une contrainte, ça doit être une opportunité de produire davantage. Les autres panélistes venus du Ghana, du Malawi et de l'Afrique du Sud ont accentué leur intervention sur la gouvernance des États et des entreprises. En clair, pour eux, la seule clé à une meilleure résilience face aux crises à venir reste un partenariat franc entre l'État et le secteur privé. À la fin des échanges qui ont duré plus d'une heure, les participants disent avoir cerné tout l'enjeu de ce panel. Ce n'est pas la dernière crise, il y en aura d'autres, elles seront peut-être même plus sévères que celles que nous vivons actuellement. Donc c'est l'occasion de faire le point sur notre situation en Côte d'Ivoire, où je pense que nous avons été bien résilients. Mais je pense qu'il faut être honnête, certaines entreprises ont été surprises, ça c'est clair. Et effectivement, il est bon, ça nous a donné un exemple. Je pense que la prochaine crise, on aura cette capacité de résilience. Heureusement que l'État a été là pour mettre en place des mécanismes qui permettent de supporter. Durant 2 jours, plus de 100 experts venus de 15 pays vont adresser les problématiques nées à la faveur de la crise sanitaire pour en faire des forces de proposition. On reste en économie pour quelques minutes encore. En fin d'après-midi, hier, mercredi, le Premier ministre Patrick Achi a accordé une audience à une forte délégation de la multinationale Cargill. Les échanges ont porté sur la présence du groupe depuis 20 ans en Côte d'Ivoire et sa contribution dans le développement de la cacaoculture. Le groupe a par ailleurs annoncé l'extension de son usine. Bien avant, le Premier ministre a pris part à une visioconférence avec Marc Tardiop, directeur général de la SFI, une filiale de la Banque mondiale. Les deux personnalités ont passé en revue les besoins de financement dans les secteurs clés, précisément dans le domaine agricole. Plusieurs autres points essentiels ont été abordés, notamment le financement du PMD 2021-2025, dont 75% du financement devra être supporté par le secteur privé national. Et ce développement de la Côte d'Ivoire se fait avec son partenaire, la France. Après 2012 et 2014, la Côte d'Ivoire et la France s'engagent pour un 3e contrat de désendettement et de développement. Ce sont les ministres de l'économie et des finances des deux pays qui ont signé le document hier à Paris. Le montant est estimé à 751 milliards de francs CFA. Le reportage de Michel Digré. C'est une signature qui jette les bases de l'acte 3 de la transformation d'une partie de la dette ivoirienne en subvention. Plus de 750 milliards de francs CFA, c'est le montant du 3e contrat de désendettement et de développement.
Le protocole paraphé par les ministres de l'économie et des finances de la Côte d'Ivoire et de la France donnera un coup d'accélérateur à plusieurs projets initiés par le gouvernement ivoirien. Pour 2022, par exemple, nous allons avoir la finalisation des travaux du pont Félix Houphouët-Boigny. Nous allons avoir également la réhabilitation et la construction d'hôpitaux généraux, d'hôpitaux universitaires, notamment à Guiglo, à San Pedro et également à Soubré. 20 000 jeunes seront mis en situation d'emploi. Nous allons aussi construire un campus pour l'INFAS, l'Institut national de formation des agents de santé. Ce troisième C2D, qui couvre la période d'octobre 2021 à décembre 2025, mettra un accent sur l'éducation, la formation, l'emploi, la santé, ainsi que le développement urbain et agricole. En matière d'efficacité de ce type d'assistance, c'est vraiment les avis qui sont donnés par les populations bénéficiaires. Elles sont toutes enthousiastes parce que ce sont des actions de proximité qui contribuent à améliorer leurs conditions de vie au jour le jour. Je crois que le C2D, par cet exemple-là, montre effectivement qu'il accompagne la Côte d'Ivoire en vue d'améliorer la qualité et les conditions de vie des populations. Le ministre Adama Coulibaly rassure, les ouvrages seront livrés à temps. Il y a un mécanisme de suivi assez rapproché des réalisations et il y a un point qui est fait chaque année qui montre effectivement que les projets avancent à satisfaction. Vous savez, il y aura très prochainement, disons, des inaugurations de beaucoup d'infrastructures réalisées et généralement, ça se fait dans les délais. Le C2D est une initiative originale pour l'allègement de la dette contractée au titre de l'aide au développement. Les 3 contrats signés entre la Côte d'Ivoire et la France depuis 2012 s'élèvent à un montant cumulé de 1902 milliards de francs CFA pour accompagner le pays dans ses efforts de développement. Et puis en marge de la signature de ce troisième C2D, le ministre de l'économie et des finances a eu des séances de travail à Paris avec plusieurs personnalités du secteur de la banque, dont Frédéric Oudéa et Jean-Pierre Lemierre, président du conseil d'administration de BNP Paribas. Adama Coulibaly a aussi accordé une audience à une délégation de l'AFD conduite par sa directrice générale adjointe Hélène Loison. Il était question du financement du développement. Et avant de poursuivre avec ce communiqué du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale qui porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire, que le lundi 1er novembre 2021, jour de la fête de la Toussaint, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national pour les signataires de la Convention collective interprofessionnelle du 20 juillet 1977 et conformément aux dispositions de l'article 64 de la dite Convention, le jour de la fête de la Toussaint est déclaré jour férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire. C'est signé Maître Adama Camara, ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. Un mot de la lutte contre la Covid-19, une pandémie qui reste encore active dans le pays. On voit ce que disent les chiffres ce jeudi. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce jeudi 15 nouveaux cas de Covid-19, 29 guéris et 0 décès. La Côte d'Ivoire compte donc 61 267 cas confirmés, dont 59 915 personnes guéries, 691 décès et 661 cas actifs. Au total, 3 193 234 doses administrées contre la Covid-19. Dans l'actualité politique, il y a cette rencontre de la présidente de l'Internationale libérale. L'Organisation des jeunes libéraux de Côte d'Ivoire a présenté le bilan des activités du bureau exécutif, des échanges qui ont aussi permis d'orienter les missions vers l'atteinte des objectifs. Noël Danyogo, Didier Nguessan. L'Organisation des jeunes libéraux de Côte d'Ivoire, OJLCI, reçoit la présidente internationale. L'OJLCI est une plateforme qui œuvre pour la liberté de l'homme et la promotion de l'initiative privée afin de diminuer le taux de chômage. Elle lutte pour la dignité humaine. Nous faisons du libéralisme à visage humain parce que nous reconnaissons qu'avec le libéralisme sans dose d'humanisme et autres, ce sera un peu compliqué. Et donc pour nous, aujourd'hui, l'homme doit être au centre de l'intérêt de toutes les entreprises
que ce soit pour l'État, que ce soit pour le secteur privé. C'est le confort de l'homme en réalité qui est recherché. Et donc nous les libéraux, nous nous positionnons à ce niveau. Pour nous, la présence de la présidente à nos côtés crée beaucoup d'espoir pour la jeunesse ivoirienne, ça crée beaucoup d'espoir pour la jeunesse africaine. Cette rencontre avec la présidente a été l'occasion pour le bureau exécutif de présenter ses membres et faire le bilan des activités. La présidente échange avec les jeunes libéraux, leur expliquant le bien fondé de l'organisation. Nous prenons commerce libre, mais un commerce équitable, un commerce dans la réciprocité, un commerce avec un objectif de co-développement dans tous les secteurs. Parce que nous pensons que si nous ne créons pas de développement ou du co-développement au niveau des pays, nous n'allons jamais finir avec les problèmes de pauvreté, les problèmes de migration. Nous n'allons jamais atteindre les objectifs de développement durable, ce pourquoi nous travaillons et nous prenons. Cette association regroupe des jeunes de 18 à 45 ans. Elle œuvre pour l'équité des échanges économiques et promeut l'entrepreneuriat comme solution au chômage en Afrique. Et voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h avec Herman Guivet. Demain 20h, retrouvez Marie-Laure Goran. On se quitte avec ce que dit le sage ce soir. Quand un enfant fuit, il faut toujours attendre et apprécier le choix de sa cachette.